Un barbier polonais, un rasoir ordinaire, une serviette chaude et 10 officiers allemands morts sans qu'une seule balle ne soit tirée. En 1943, dans le cœur gelé de Varsovie occupée, un homme a transformé le rituel le plus intime de l'ennemi en sentence de mort invisible. Ce n'était pas de la résistance avec des armes, c'était de la médecine devenue poison. Et personne, jamais, n'a soupçonné le fauteuil. En janvier 1943, Varsovie n'était plus une ville. C'était une carcasse gelée, quadrillée par des barrages, hérissée de miradors, traversée par des patrouilles qui ne dormaient jamais. La population civile survivait dans un état de tension permanente, rationnement extrême, exécution publique pour l'exemple, rappels nocturnes qui vidaient des immeubles entiers. Les Polonais apprenaient à vivre dans le silence, à ne pas regarder les Allemands dans les yeux, à ne pas parler trop fort, à ne pas exister trop visiblement. Pourtant, au milieu de cette terreur organisée, un détail presque absurde persistait. Certains officiers allemands continuaient à se faire raser chez des barbiers polonais. Pas tous, pas n'importe lesquels. Seulement ceux qui avaient besoin de retrouver 20 minutes par semaine l'illusion d'un monde civilisé, un monde où l'on pouvait encore s'asseoir, fermer les yeux, sentir une serviette chaude sur le visage et entendre le cuir du strop frotter la lame sans craindre une balle dans la nuque. Ce rituel n'était pas anodin, il était stratégique. Pour l'occupant, il incarnait la normalité conquise, la preuve que la Pologne occupée fonctionnait encore selon des règles allemandes, propreté, ponctualité, discipline. Un officier qui se faisait raser chez un Polonais de confiance démontrait sa supériorité. Il pouvait se livrer, désarmé, à un ennemi vaincu et rien ne lui arrivait. C'était l'illusion suprême de la domination totale. Eugeniusz Wasowski avait compris cela très tôt. À 41 ans, il n'était plus un étudiant en médecine interrompu par la crise de 1929. Il n'était plus un père de famille ordinaire. Il était devenu un fantôme utile, un meuble humain. Un homme dont on oubliait le regard parce qu'il ne levait jamais les yeux plus haut que le col de la chemise qu'il rasait. Les officiers qui entraient dans son salon ne voyaient pas un homme, ils voyaient un service, un Polonais propre, silencieux, précis, qui connaissait leur nom, leur grade, leurs habitudes, et qui ne posait jamais de questions. Ils s'asseyaient, posaient leur casquette, desserraient leur col, et pendant 20 minutes, ils redevenaient des hommes ordinaires. Fatigués de l'hiver polonais, irrités par l'incompétence de leurs subordonnés, nostalgiques d'un climat plus doux. Ils parlaient, ils se plaignaient, ils laissaient échapper des bribes d'informations qu'ils n'auraient jamais confiées à un interrogatoire formel. Et Wasowski écoutait, sans un mot, sans un froncement de sourcils. Ses mains continuaient leur danse mécanique, savon, lame, serviette, alcool. Toujours la même séquence, toujours la même pression, toujours le même silence professionnel. Cette invisibilité n'était pas un hasard, elle était cultivée. Chaque geste, chaque réponse monosyllabique, chaque regard baissé renforçait l'idée que cet homme ne comptait pas, qu'il n'était pas dangereux, qu'il n'était même pas vraiment là. Pourtant, derrière ce décor immobile, une bascule s'était produite 6 mois plus tôt. En juillet 1942, Wasowski avait repris contact avec Stanislas Matulewicz, un ancien condisciple de la faculté de médecine de Varsovie. Matulewicz n'était plus étudiant, il était devenu l'un des pivots de la résistance médicale clandestine. Il organisait des réseaux de médecins, d'infirmiers, de pharmaciens qui détournaient médicaments, pansements, vaccins pour les faire parvenir aux combattants de l'Armia Krajowa ou aux civils affamés. Mais il portait aussi une conviction plus sombre. La guerre bactériologique n'était pas seulement une menace allemande, elle pouvait devenir une arme polonaise. Le typhus exanthématique, celui transmis par les poux, celui qui avait décimé les armées de Napoléon en Russie, celui qui ravageait encore les ghettos et les camps, était une arme de masse oubliée. Il tuait sans bruit, il se propageait sans explosifs, il semait la panique sans revendication. Et surtout,
Il frappait plus durement ceux qui vivaient dans des conditions civilisées que ceux qui croupissaient déjà dans la crasse et la faim. Les officiers allemands de Varsovie occupaient des logements chauffés, changeaient de linge régulièrement, mangeaient correctement. Leur système immunitaire n'était pas habitué à la guerre de tranchées bactériennes. Un civil polonais qui attrapait le typhus avait une chance sur 3 ou 4 de mourir. Un officier allemand bien nourri, bien soigné, bien isolé, pouvait succomber en moins de 10 jours si la souche était virulente et le traitement retardé. Vazovski et Matulevitch ne cherchaient pas à tuer en masse, ils cherchaient à désorganiser, à créer un ennemi invisible qui forcerait l'occupant à détourner des ressources, à suspecter ses propres rangs, à ralentir ses opérations. Et pour cela, ils n'avaient besoin que d'un vecteur discret, la micro-coupure laissée par une lame de rasoir. Le plan était d'une simplicité glaçante. Cultiver des bactéries Rickettsia provazeki, le typhus exanthématique, dans des conditions de clandestinité extrême. Maintenir les souches vivantes hors du corps humain pendant plusieurs heures, les transférer sur des serviettes de coton ordinaires, lavées et repassées comme les autres. Appliquer ces serviettes contaminées sur une peau fraîchement rasée, où des dizaines de micro-lésions, invisibles à l'œil nu, offraient une porte d'entrée directe dans le sang. Aucune seringue, aucun poison visible, aucun explosif, juste une serviette chaude, un geste rituel, 20 minutes de calme, et puis le silence. Les premiers tests furent réalisés sur des volontaires de la résistance déjà condamnés par la Gestapo. Les résultats confirmèrent la faisabilité. Infection certaine, incubation de 7 à 14 jours, fièvre brutale, éruption, délire, mort possible en 10 à 20 jours sans traitement adapté. Les médecins allemands, excellents pour traiter les blessures de guerre, étaient mal préparés à une flambée soudaine de typhus dans leur propre rang. Ils n'avaient pas de vaccin fiable en quantité suffisante. Ils n'avaient pas anticipé une attaque biologique venue de l'intérieur de leur routine. Vazovski accepta la mission sans enthousiasme. Il n'y avait pas de gloire là-dedans, pas de combat frontal, pas de drapeau. Juste une trahison médicale du serment d'Hippocrate qu'il n'avait jamais pu prêter. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire violait tout ce qu'il avait appris sur la vie et sur la mort. Mais il savait aussi que chaque officier qui s'asseyait dans son fauteuil était un rouage de la machine qui déportait ses voisins, affamait ses enfants, pendait ses amis. Il choisit donc, pas par haine aveugle, par calcul froid. Il transforma son salon en laboratoire et en tombeau. Il apprit à distinguer au toucher les serviettes saines des serviettes contaminées, identiques en apparence, différentes en destin. Il apprit à maintenir un visage neutre quand un officier soupirait de plaisir sous la vapeur chaude. Il apprit à vivre avec l'attente, car le typhus ne frappe pas immédiatement. Il attend, il couve, il laisse l'ennemi croire qu'il est encore maître de son corps. Et c'est dans cette lenteur que résidait la véritable terreur. Les Allemands se croyaient invulnérables parce qu'ils contrôlaient les rues, les trains, les fusils. Ils ne voyaient pas que la guerre avait changé de terrain, qu'elle était entrée dans le sang, qu'elle se propageait par les gestes les plus banals, une poignée de main, un verre partagé, un dortoir surpeuplé. Ils ne voyaient pas qu'un barbier polonais, en apparence soumis, avait déjà décidé que leur routine serait leur tombe. Et pendant des mois, rien ne bougea. Aucun signe visible, aucun corps retrouvé dans une ruelle, juste un salon qui ouvrait chaque matin à 8 heures précises, juste un homme qui inclinait la tête et disait « Asseyez-vous, Herr Lieutenant ». L'illusion était parfaite, trop parfaite. Le matin du 12 janvier 1943, la neige tombait en flocons denses sur Varsovie, transformant les rues en un labyrinthe blanc et silencieux. Eugeniusz Vazovski ouvrit son salon à l'heure habituelle, 8 heures précises, comme si le monde extérieur n'existait pas. Il disposa ses outils avec une minutie presque obsessionnelle. Le strop en cuir tendu, les lames alignées, les serviettes pliées en piles identiques. Mais ce jour-là, l'une des piles était différente. Pas à l'œil nu, pas au toucher, seulement dans ce qu'elle portait.
une culture de Rickettsia provasecki, maintenue vivante depuis l'aube dans un bassin caché, transférée avec précaution sur les fibres du coton. Vasovsky n'avait pas dormi. Son esprit tournait en boucle sur les risques, une serviette mal choisie, un geste trop lent, un officier qui renifle quelque chose d'anormal. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. La décision avait été prise des mois plus tôt, nourrie par les images de pendaisons publiques, de wagons plombés, de familles arrachées à leur lit. Ce n'était pas de la vengeance personnelle. C'était une équation stratégique. Perturber l'occupant sans laisser de traces, forcer une réallocation de ressources, créer un vide dans la chaîne de commandement. Hermann Friedrich Weiss entra à 9h15, ponctuel comme une horloge militaire. 32 ans, lieutenant responsable de la logistique pour les lignes de ravitaillement de la Wehrmacht en Pologne orientale. Un homme ordinaire dans un uniforme impeccable. Pas de cruauté ostentatoire, juste une efficacité administrative qui organisait le pillage systématique des réserves alimentaires polonaises. Il gérait les quotas de grains réquisitionnés, les trains de carburant, les dépôts d'armes. Sans lui, les divisions allemandes sur le front de l'Est risquaient des retards critiques. Weiss s'assit sans un mot, posa sa casquette sur le crochet, desserra son col. Il ferma les yeux, prêt pour le rituel. Vasovsky inclina la tête, murmura un « Bonjour, Herr Lieutenant », neutre, et commença. Première serviette, saine, chaude, appliquée pour détendre la peau. Savon mousseux, étalé avec précision. Lame glissant sur la joue, le menton, la gorge, chaque passage laissant des micro-coupures invisibles, portes ouvertes sur le sang. Weiss parla, comme souvent, plainte sur le froid, sur les retards de Berlin, sur un transfert espéré vers la France. Vasovsky acquiesçait mécaniquement, son esprit ailleurs, calculant les secondes. Puis vint le moment. Il saisit la seconde serviette, celle du bassin distinct. Ses mains ne tremblèrent pas, il la déploya, la posa contre le visage rasé de frais, la maintint exactement 5 secondes de plus que d'habitude. Weiss soupira de plaisir, les yeux toujours clos. À cet instant, l'erreur fatale fut commise. Pas par Vasovsky, par Weiss, par tous les officiers qui, persuadés de leur invincibilité, avaient baissé la garde dans ce fauteuil. L'erreur de croire que la domination physique suffisait à neutraliser toute menace, que la peur imposée aux civils annulait toute initiative, que la routine protégeait au lieu d'exposer. Les bactéries franchirent la barrière cutanée en silence. Elles entrèrent dans le flux sanguin, se multiplièrent discrètement, attendant leur heure. Weiss quitta le salon 10 minutes plus tard, satisfait, la peau lisse, l'esprit clair. Il reprit sa journée. Signature de réquisition, inspection de dépôt, rapports envoyés à Berlin. Il dîna avec des collègues, partagea une cigarette, serra des mains. Rien ne changea. Pas encore. Vasovsky referma la porte, rangea la serviette contaminée dans un sac pour la détruire plus tard. Il savait que l'attente serait le vrai test. Le typhus exanthématique n'agissait pas comme un poison immédiat. Son incubation durait de 7 à 14 jours, une période où l'hôte se sentait normal, contagieux sans le savoir. C'était là le génie tactique. L'ennemi portait lui-même l'arme, la diffusait dans ses propres rangs. Vasovsky reprit son quotidien, servant des civils polonais, observant la rue depuis la vitrine givrée. Chaque jour sans nouvelles était une victoire et une torture. Il imaginait Weiss en train de tousser légèrement, d'attribuer cela au froid, de continuer à travailler, de contaminer. Le premier signe apparut 8 jours plus tard, non comme un tonnerre, mais comme une anomalie discrète. 2 officiers réguliers, clients du mardi, ne se présentèrent pas. Dans un système obsédé par la ponctualité, une absence non annoncée était un signal d'alarme. Vasovsky nota le vide dans la rue. Moins de véhicules militaires, des patrouilles plus nerveuses, des civils qui évitaient les regards. Le lendemain, les rumeurs filtrèrent. Fièvre chez des officiers du commandement local, hospitalisation en urgence, quarantaines improvisées dans une caserne. Les médecins allemands diagnostiquèrent d'abord une grippe hivernale, explication rassurante, alignée avec leur vision d'une occupation hygiénique.
Mais les symptômes s'aggravèrent. Fièvre à 40 degrés, maux de tête intenses, éruptions cutanées rougeâtres sur le torse et les membres, délire chez certains. Les cas se multiplièrent. 5, puis 7, aucun lien évident, pas de repas partagé, pas de dortoir commun. Seulement des officiers qui avaient, par coïncidence, fréquenté le même salon discret. Weiss fut touché le 9e jour. Il se réveilla avec une fatigue inhabituelle, qu'il ignora. À midi, la fièvre monta. Au soir, il fut admis à l'hôpital militaire de Varsovie où des spécialistes dépêchés de Berlin confirmèrent le diagnostic typhus exanthématique. La panique s'installa. Le typhus n'était pas une maladie banale. Il avait tué des millions pendant la Grande Guerre, décimé des armées entières. Dans une occupation fondée sur la supériorité sanitaire allemande, vaccins prioritaires, hygiène rigoureuse, une épidémie interne était inconcevable. Les autorités médicales lancèrent des inspections frénétiques, cuisine, réserve d'eau, blanchisserie. Rien. Aucun vecteur identifié. La Gestapo entra en scène, flairant un sabotage. Des Polonais furent arrêtés, cuisiniers, nettoyeurs, fournisseurs. Interrogatoires brutaux, exécutions sommaires. Mais les cas continuaient. 10 officiers touchés, 3 dans un état critique. Le tournant décisif survint avec la mort de Weiss 12 jours après son rasage. Son corps s'effondra sous l'assaut, défaillance rénale, cardiaque, pulmonaire. Il délira pendant des heures, murmurant des noms de lieux français qu'il n'atteindrait jamais. Sa mort n'était pas isolée. 2 autres officiers succombèrent le même jour. Le commandement local bascula dans le chaos. Confinement total des casernes, annulation de permissions, réallocation de médecins du front vers Varsovie. Berlin exigea des rapports quotidiens. L'erreur fatale des Allemands fut double: sous-estimer la vulnérabilité de leur propre système et répondre par la force brute plutôt que par l'analyse fine. Au lieu de chercher un vecteur discret, ils écrasèrent des innocents, aggravant la haine polonaise sans freiner l'infection. Wazowski, informé par des murmures codés de Matulewicz, comprit que le plan avait dépassé ses calculs. L'épidémie se propageait au-delà des officiers ciblés. Un sous-officier contaminé par contact, un médecin infecté lors d'un examen. La peur devint l'arme principale. Les soldats évitaient les civils, refusaient de manger hors base, suspectaient leurs propres collègues. Les opérations ralentirent, rafles reportées, déportations suspendues. Des milliers de Polonais gagnèrent du temps précieux. Pourtant, ce succès avait un prix. Wazowski brûla les preuves, serviettes, culture, tout. Il reprit son rôle d'homme invisible, mais avec une vigilance accrue. La Gestapo fouillait désormais les commerces, interrogeait les artisans. Un salon de barbier, lieu de confort individuel, n'entrait pas dans leur grille de lecture. Ils cherchaient des poisons collectifs, pas une trahison intime. C'était leur seconde erreur, ignorer que la guerre pouvait se mener à l'échelle microscopique, par un homme seul, sans fanfare. Wazowski s'assit ce soir-là dans son fauteuil vide, sentant pour la première fois le poids de l'irréversible. Il avait déclenché une chaîne qui échappait désormais à tout contrôle. Et dans le silence de Varsovie, il sut que le vrai tournant n'était pas la mort de Weiss, mais la fissure invisible dans l'armure allemande. Une fissure qui grandissait, jour après jour, sans qu'il puisse la nommer. La mort d'Hermann Friedrich Weiss marqua le début d'une contre-attaque invisible, non pas menée par des armes ou des soldats, mais par la peur elle-même. En février 1943, l'épidémie de typhus se propagea comme une ombre dans les rangs allemands, forçant une réorganisation forcée qui transforma l'occupation de Varsovie en un exercice de survie paranoïaque. Ce n'était plus une question de contrôle territorial, c'était une guerre contre un ennemi microscopique que les officiers ne pouvaient ni voir ni combattre avec des fusils. Les quarantaines s'imposèrent brutalement, casernes isolées, mouvements restreints, contacts minimisés. Des médecins militaires, habitués aux blessures de front, se retrouvèrent débordés par une maladie qu'ils associaient aux inférieurs, aux ghettos juifs, aux prisons surpeuplées, aux civils affamés. Mais elle frappait maintenant au cœur de leur élite, des hommes jeunes, bien nourris, protégés par l'hygiène nazie. Cette inversion tactique fut la première bascule. Les Allemands, qui imposaient la terreur, devenaient les terrifiés.
Eugeniusz Wasowski observa cette transformation depuis son salon, feignant l'indifférence. Il continua d'ouvrir chaque matin, disposant ses outils avec une précision qui masquait tout. Mais intérieurement, il mesurait l'impact. Moins d'officiers dans les rues, des patrouilles nerveuses, des rumeurs de mutation massive vers des postes plus sains. La contre-attaque n'était pas son œuvre directe désormais. Elle s'était autonomisée. Stanislas Matulewicz, son contact dans la résistance médicale, avait veillé à cela. Avant même le premier cas, la méthode avait été transmise en fragments, culture bactérienne divisée, instructions codées, vecteurs adaptés à d'autres métiers anodins, blanchisserie, cuisine civile, atelier de réparation. Aucun lien visible avec le salon de Wasowski. Cloisonnement absolu. Si l'un tombait, les autres survivaient. Cette décentralisation transforma une opération isolée en une stratégie diffuse, impossible à éradiquer d'un seul coup. Les Allemands répondirent avec leur logique habituelle, force et suspicion. La Gestapo intensifia les enquêtes, arrêtant des dizaines de Polonais liés aux services sanitaires. Médecins, infirmiers, pharmaciens disparurent dans les cellules de Pawiak, torturés pour des aveux qu'ils ne pouvaient pas faire car la plupart ignoraient tout. Des exécutions publiques suivirent, censées dissuader, mais cela ne fit qu'alimenter la haine, renforçant la résolution clandestine. Les autorités médicales allemandes, paniquées, réclamèrent des renforts de Berlin, vaccins expérimentaux, sérums, experts en épidémiologie. Des ressources détournées du front de l'Est, où l'armée rouge luttait déjà contre l'armée rouge. Chaque médecin rappelé, chaque camion de médicaments réaffecté affaiblissait la machine de guerre nazie. C'était la bascule historique. Une épidémie locale, déclenchée par un barbier, perturbait l'équilibre stratégique global. Wasowski, sous surveillance accrue, adapta sa contre-attaque personnelle. Il ne contaminait plus. La fenêtre s'était refermée. Au lieu de cela, il devint un observateur passif, notant mentalement les faiblesses émergentes. Les officiers qui revenaient, par nécessité car les barbiers allemands étaient rares, le faisaient avec une méfiance nouvelle. Ils inspectaient les serviettes, exigeaient leur propre lame, surveillaient chaque geste. Wasowski se pliait, accentuant son rôle d'homme brisé, épaules voûtées, voix basse, gestes lents. Mais dans ces interactions forcées, il glanait des informations cruciales. Noms de médecins épuisés, casernes en quarantaine, officiers mutés en urgence. Ces bribes, transmises via des canaux indirects, un client civil, un message codé dans une commande de savon, alimentaient à résistance plus large. La propagation du typhus dépassa bientôt Varsovie. Des foyers sporadiques apparurent à Cracovie, Lodz, Poznan, toujours limités, toujours inexpliqués. Un officier contaminé lors d'une inspection, un administrateur infecté par contact indirect. Les autorités allemandes tentèrent de cartographier. Rapports quotidiens, analyse de mouvements, inspection sanitaire massive. Mais le vecteur restait inassaisissable. Il blâmait les conditions polonaises, crasse, poux, malnutrition, sans admettre que l'attaque venait de l'intérieur de leur routine. Cette cécité fut leur faiblesse fatale. Au printemps 1943, les cas cumulés approchaient la centaine. 30 morts confirmés, des dizaines d'hospitalisés. Pas une hécatombe, mais une usure constante. Les remplacements arrivaient de Berlin, inexpérimentés, méfiants, ralentissant les opérations. Les déportations vers Auschwitz ralentirent. Trains réaffectés au transport médical, gardes détournés pour des quarantaines. Des milliers de Polonais, juifs, résistants, civils, gagnèrent des semaines précieuses pour se cacher, fuir ou organiser. Matulewicz réapparut en mars sous couvert d'une coupe banale. Leur échange fut bref, codé. Les fleurs poussent bien cette année ? Confirmation de foyers actifs ailleurs. La résistance médicale avait perfectionné la méthode. Souches plus stables, vecteurs variés, dosage contrôlé pour éviter une épidémie massive qui toucherait les civils. Le but n'était pas le génocide, c'était la désorganisation ciblée. Et cela fonctionnait. Les rapports allemands, interceptés par l'Armia Krajowa, révélaient une paranoïa croissante. Officiers refusant les affectations en Pologne, morale en chute, ressources médicales épuisées. La Pologne occupée devenait un poste maudit, associé à la maladie imprévisible. Cette réputation se propagea jusqu'au haut commandement. Himmler ordonna des inspections personnelles.
mais même la SS n'était pas immunisée. Vazovski affronta son propre basculement en avril. Une vague d'arrestations frappa son quartier, un voisin exécuté, une famille déportée. La Gestapo le convoqua pour un interrogatoire de routine, fouilles violentes, questions piégées sur ses clients, ses fournisseurs. Il répondit avec précision préparée, registres impeccables, alibi solide, soumission apparente. Relâché mais marqué. Ses mains tremblèrent ce soir-là, pour la première fois depuis des mois. Il comprit que la contre-attaque avait un coût intérieur, l'isolement absolu, la vie comme performance permanente. Sa famille, cachée en périphérie, ne pouvait plus le contacter. Il dormait peu, anticipant une descente nocturne. Pourtant, il persistait, car chaque jour sans rassle, chaque officier absent validait le choix initial. La bascule historique culmina à l'été 1943. Les foyers de typhus, combinés à d'autres sabotages, voies ferrées coupées, dépôts incendiés, forcèrent Berlin à réévaluer l'occupation polonaise. Des divisions entières furent redéployées vers des fronts plus urgents, laissant des vides comblés par des collaborateurs locaux moins fiables. La résistance gagnait du terrain, armes parachutées par les Alliés, réseau étendu, préparation à l'insurrection. Sans le savoir, Vazovski avait contribué à fissurer l'invincibilité nazie. Pas par héroïsme spectaculaire, par une guerre intime menée dans le silence d'un fauteuil. Les Allemands, obnubilés par leur supériorité, n'avaient pas anticipé que la médecine pouvait inverser les rôles, l'occupant devenir le vulnérable, le civil devenir le stratège. Cette contre-attaque n'était pas sans ambiguïté. Des civils polonais contractèrent le typhus, victime collatérale d'une propagation incontrôlée. Vazovski en porta le poids, questionnant ses calculs scientifiques. Mais les chiffres parlaient. Pour chaque officier tombé, des dizaines de vies sauvées par le chaos induit. À l'automne, Matulevitch transmit un ordre, cessation des contaminations actives. L'opération avait atteint son objectif. Désormais, la peur seule suffisait à entretenir la bascule. Varsovie respirait un peu, attendant le soulèvement inévitable. Vazovski, assis dans son salon désert, sut que l'histoire avait pivoté. Pas grâce à des batailles, grâce à une serviette et à la décision d'un homme ordinaire de transformer l'invisible en arme décisive. L'épidémie de typhus déclenchée en janvier 1943 ne s'éteignit jamais vraiment. Elle s'éteignit dans les registres allemands, masqués par des diagnostics euphémisés. Fièvres hivernales, infections secondaires, épuisement. Mais elle continua de couvoir, par foyers sporadiques, jusqu'à la fin de l'occupation. À Varsovie, puis dans d'autres villes polonaises, les cas officiels dépassèrent la centaine en 1943, avec une mortalité estimée à 35-40% parmi les officiers et cadres touchés. 30 morts confirmés parmi les clients réguliers du salon et leurs contacts proches. Plus de 60 hospitalisations prolongées. Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Les conséquences réelles se mesurèrent dans le désordre qu'elles provoquèrent. Chaînes logistiques ralenties, commandements locaux décapités, morale en chute libre. La Pologne occupée, autrefois poste de prestige pour les ambitieux de la Wehrmacht et de l'administration civile, devint une affectation redoutée. Les demandes de mutation explosèrent. Les officiers refusaient des promotions si elles impliquaient un séjour prolongé à Varsovie ou Cracovie. Berlin dut combler les vides avec des remplaçants moins expérimentés, souvent des réservistes ou des convalescents du front de l'Est. Chaque vide créé par la maladie força une réallocation de ressources déjà tendues. Médecins rapatriés d'Allemagne, vaccins prioritaires détournés, inspections sanitaires qui mobilisaient des dizaines d'hommes par semaine. Pour l'occupant, le vrai dommage fut psychologique. La peur s'installa durablement. Un officier ne pouvait plus s'asseoir chez un barbier polonais sans un mélange de dégoût et d'angoisse. Il inspectait les serviettes, exigeait ses propres lames, gardait les yeux ouverts pendant le rasage. Le rituel de normalité, ces 20 minutes où l'on pouvait prétendre que la guerre n'existait pas, devint une source de stress. Les contacts avec les civils furent réduits au minimum vital. Les repas pris hors caserne devinrent rares. Les permissions en ville furent annulées ou encadrées. Cette méfiance paralysante affaiblit le contrôle quotidien de la population. Les rafles devinrent moins fréquentes, les déportations plus sporadiques, les rondes moins agressives. Des milliers de Polonais, résistants, juifs cachés, familles ordinaires, profitèrent de ces interstices pour respirer, se déplacer, organiser.
le temps gagné ne se mesurait pas en jours, mais en vies sauvées. La Gestapo, incapable de remonter à la source, frappa aveuglement. Des dizaines de professionnels de santé polonais furent arrêtés, torturés, exécutés. Des quartiers entiers furent punis collectivement. Fermeture forcée de commerce, amendes exorbitantes, exécutions publiques supplémentaires. Mais ces représailles, loin de briser la résistance, la renforcèrent. Chaque innocent fusillé rappelait pourquoi un barbier avait choisi de transformer son rasoir en arme. La brutalité allemande, autrefois efficace pour imposer le silence, devint contre-productive. Elle radicalisa les neutres, alimenta les réseaux clandestins, légitima les actes les plus extrêmes. Eugeniusz Wasowski paya le prix personnel le plus lourd. Après son interrogatoire d'avril 1943, il vécut sous surveillance constante. Informateur posté en face du salon, clients scrutés, gestes épiés. Il devint un acteur permanent, l'artisan docile, brisé, inoffensif. Il ne reprit jamais les contaminations. La méthode, transmise en amont, continuait sans lui. Mais lui, il dut vivre avec, le souvenir. Chaque officier qui entrait, même méfiant, ravivait le poids moral de ce qu'il avait déclenché. Il dormait mal. Il rêvait de fièvre, de délire, de noms murmurés dans des chambres hôpitales. Sa famille, mise à l'abri, ne pouvait plus le voir. Il était seul avec son fauteuil vide, ses outils impeccables, et le silence oppressant d'un homme qui avait violé son propre serment médical pour une cause plus grande. En août 1944, alors que l'insurrection de Varsovie éclatait, Matulewicz transmit l'ordre final, exfiltration. Wasowski quitta la ville par les égouts et les passages clandestins, laissant derrière lui le salon où tout avait commencé. Il survécut à la destruction de la capitale, à l'écrasement de l'insurrection, à l'arrivée des soviétiques. Il vécut discrètement sous le nouveau régime, artisan anonyme, jusqu'à ce que les archives allemandes, ouvertes dans les années 1960-1970, révèlent l'anomalie de 1943. Des historiens militaires allemands, puis polonais, commencèrent à relier les poids. Absence de vecteurs identifiés, concentration sur des officiers de grade moyen, coïncidence avec un salon discret. Wasowski accepta alors de témoigner, non pour la gloire, mais pour consigner les faits. Il parla peu, d'une voix calme, sans regret ni prière ostentatoire. Il mourut en 1997, à 95 ans, emportant avec lui le détail le plus intime, le tremblement de ses mains, la première fois qu'il avait senti le poids irréversible de ce qu'il avait fait. La leçon militaire de cette opération est brutale et intemporelle. Premièrement, la supériorité technologique et organisationnelle ne protège pas contre l'arme biologique quand elle est employée de l'intérieur. Les Allemands contrôlaient les rues, les trains, les fusils, mais pas le sang de leurs propres officiers. Deuxièmement, l'invisibilité est une force multipliée. Un homme seul, sans uniforme, sans explosif, sans revendication, peut infliger plus de dommages qu'une compagnie entière s'il frappe là où l'ennemi ne regarde pas. Troisièmement, la routine est le talon d'Achille de toute occupation. Les Allemands avaient besoin de normalité, d'un rasoir, d'un café, d'un moment de calme, et cette nécessité devint leur vulnérabilité. Quatrièmement, une arme lente, asymétrique, psychologique, est souvent plus efficace qu'une arme rapide et spectaculaire. Le typhus ne produisit pas de cadavres dans les rues, il produisit de peurs diffuses, de désorganisation chronique, de perte de confiance interne. C'est cette usure qui affaiblit les empires. Enfin, la leçon la plus sombre, quand un peuple est poussé à l'extrême, il transforme même la médecine en arme. Wasowski n'était pas un monstre, il était un père, un artisan, un homme qui avait vu ses voisins disparaître, ses enfants mourir de faim, et qui avait calculé que le serment d'Hippocrate ne pouvait plus s'appliquer quand l'ennemi violait toutes les lois humaines. Il choisit le poison invisible parce que c'était la seule arme à sa portée. Et il gagna, non la guerre, mais une bataille microscopique dont l'effet se propagea jusqu'aux plus hautes sphères du Troisième Reich. Aujourd'hui, ce récit reste presque inconnu du grand public.
Pas de film, pas de monument, pas de célébration officielle. Juste un salon vide, une serviette brûlée, un barbier qui continua de raser jusqu'à la fin de ses jours. Et la preuve que parfois, l'histoire bascule non pas sur les champs de bataille, mais dans le silence d'un fauteuil sous une lame ordinaire, quand un homme décide que l'invisible suffira.